Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 154, et aujourd'hui, je reçois comme invité François Pelletier, qui va nous expliquer pourquoi la Silicon Valley aime pas les femmes. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. En fait, haut et bas, hein, comme tout, j'ai eu une semaine assez dents de scie. D'un côté, j'ai eu mon premier refus à une de mes candidatures doctorales, donc j'avais pas process l'événement à ce moment-là, mais je réalise que peut-être j'aurais dû pour pouvoir passer à d'autres choses plus facilement. Bref, je suis pas complètement par terre, mais bref, il y a eu comme plein de petites affaires comme ça cette semaine. En même temps, je suis super énergisée parce que je viens de donner mon atelier, ma masterclass sur apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial, qui est la masterclass, dans le fond, où je présente tout le concept, tout le modèle de autopoésis. Et bon, à chaque fois que je vois aussi l'engouement des gens pour ce nouveau type d'entrepreneuriat, pour ce nouveau type de travail au niveau des stratégies d'affaires, ben ça me remplit de joie, ça me remplit d'énergie. Puis je suis un peu sur ce high-là, entre les deux, entre trouver ça tough des fois, hein, puis trouver ça tough d'être en lancement, mais aussi me sentir vraiment à ma place, puis me sentir vraiment en train de faire ce que je devrais être en train de faire, puis bon. Et, tu sais, ça tombe bien parce que, bon, vous avez probablement fait le lien avec plusieurs des thématiques qu'on adresse sur le podcast depuis quelques semaines. Hein, je parle beaucoup de durabilité, je parle beaucoup de longévité entrepreneuriale, je parle beaucoup de bien-être ces temps-ci, de gestion de notre réalité d'entrepreneur, y compris de comment, pas créer des entreprises traumatiques, puis pas répéter des modèles qu'on a vus peut-être sur le marché de l'emploi ou qui fonctionnent jusqu'à un certain degré dans des contextes plus oppressifs, exploitatifs, patriarcaux. Et aujourd'hui, ben, la discussion que je vais avoir avec mon invité François, ça s'en va aussi dans cette direction-là parce qu'on va parler d'un sujet peut-être plus précis. Hein? On va parler de technologie, on va parler de l'industrie, de la tech. On va parler de comment elle a commencé à laisser de côté toute la tradition, de laisser de côté la représentation des femmes, puis de devenir littéralement un milieu hostile pour les femmes, que ce soit en programmation ou dans le développement de start-up technologiques. Hein, c'est pas une statistique cachée, c'est quelque chose qui est réel, qui est documenté. C'est un monde particulièrement hostile pour les femmes, autant du point de vue de comment elles se font traiter, mais aussi de la représentation des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui se font offrir des postes dans les milieux de la tech, qui étudient dans le monde de la tech, et surtout, si c'est une entreprise dirigée par une femme qui recherche du financement en tech, ça va être beaucoup plus difficile d'en obtenir, même si, historiquement, il n'y a rien pour nous faire croire que, en fait, au contraire, hein, tout nous porterait à croire que ce serait des investissements beaucoup plus lucratifs pour les investisseurs. Mais bon, donc c'est ça. Aujourd'hui, je reçois François Pelletier, que je connais depuis plusieurs années maintenant, et j'adore son approche de la technologie parce que c'est une approche autant de vulgarisation, mais il est très conscientisé au contexte dans lequel sont développées certaines technologies, puis aussi les effets socio-économiques, psychologiques que ça peut avoir sur des populations, sur des communautés, puis surtout sur des communautés qui sont dans des milieux traditionnels, dans des contextes traditionnellement opprimés, puis on va parler des femmes, mais des personnes racisées ou des personnes avec des handicaps, etc., etc.
Donc, qui est François Pelletier? Bien, François, c'est notre ami geek qui nous aide à utiliser la technologie de manière responsable dans notre entreprise. Hein? Il est passionné d'informatique libre et de respect de la vie privée. Il apprécie les cookies dans son estomac bien plus que dans son navigateur web. Et il a un pied dans le monde du business et un autre dans le domaine académique, ce qui nous rejoint aussi parce que pendant longtemps, j'avais travaillé dans une université. Lui, il travaille plus au niveau de la recherche et du développement, mais voilà. Et François, il aime travailler avec des équipes de recherche et développement auprès de gens innovants et bienveillants. Sa méfiance envers les technos à la mode comme l'IA génératif et son sarcasme lui a valu le surnom de Grinch GPT, selon notre chère Alexandra Martel. Et je me rappelle que quand on avait fait le festival web de création de contenu l'année passée, on avait fait un panel sur l'intelligence artificielle et il fallait qu'on amène François sur le panel parce que serait un bon panel sans le Grinch GPT? Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter la perspective parce que François est quelqu'un qui a énormément de connaissances et qui comprend aussi beaucoup des industries, puis c'est rare d'avoir quelqu'un qui comprend autant cette industrie-là, ces industries de la technologie, et en même temps qui a tellement de fortes valeurs éthiques, des fortes valeurs morales qu'il veut amener autant dans son entreprise puis dans sa façon de faire des affaires que dans sa façon d'enseigner, dans sa façon d'utiliser aussi la technologie. Alors, je vous laisse avec François et comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à nous taguer, moi et François, pour qu'on continue la conversation avec vous. Salut François, bienvenue sur l'ambition féminin. Contente de te voir et recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, puis je vais en profiter pour te souhaiter bonne année. Ben oui, bonne année. Je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser cet épisode, mais on est encore dans les temps normaux pour souhaiter aux gens bonne année. Alors, je suis contente de t'inviter sur l'ambition féminin. Puis encore une fois, je le dis à chaque fois, genre qu'il y a un homme sur le podcast parce que je pense que je suis en train de me convaincre moi-même aussi. Mais pendant longtemps, j'ai hésité à avoir des hommes sur le podcast parce que je me disais, OK, ben, c'est sûr que je peux trouver quelqu'un, tu sais, trouver une femme qui peut parler de cette thématique-là aussi, puis balancer un peu la représentation au niveau de ces conversations-là. Mais après ça, genre, c'est sûr que pour moi, c'est super intéressant aussi quand. Puis là, genre, j'utilise pas souvent le terme allié, là, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui s'y prête aujourd'hui. Quand il y a des hommes tu sais, qui prennent des sujets qui sont vraiment importants pour le féminisme, pour la lutte des femmes, puis vraiment, on parle d'une façon vraiment très nuancée, très posée, puis avec beaucoup de faits puis d'intelligence. Puis je trouve que c'est une de ces personnes qui démocratise aussi beaucoup toutes les conversations autour de la tech, puis l'éthique, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça. Fait que voilà, merci d'être sur le podcast. Je pense qu'on va avoir une belle conversation. Ouais, ça fait plaisir. Je suis super content de faire partie, puis je suis un grand fan déjà de ton podcast. Génial. Cool. Ben écoute, je fais une première mise en brise-glace. Puis j'avais envie de te poser la question de qu'est-ce que tu avais envie d'être quand tu étais petit? Quand j'étais petit, moi je viens d'une famille avec des gens qui sont beaucoup sur la construction. Fait que je voyais mon père était électricien, il est retraité maintenant. Mon grand-père construisait des maisons. Fait que c'était ça, là. J'ai grandi dans cet univers-là de construire. J'étais le petit gars qui avait des Lego, un mécano, des Tonka dans le carré de sable. Et j'ai grandi dans cet univers-là, puis c'était vraiment... c'était ça ma première chose. Disons, en 6e, 6-7 ans, là, première année, tu commences à faire tes premiers exposés oraux à l'école. C'était de ça que je parlais. Là. Wow, OK. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est quand même un métier très genré aussi, la construction. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont là-dedans. Est-ce que pour toi, il y a eu, je sais pas comment ça s'est dissous un peu au fil du temps?
Puis comment est-ce que tu es rentré dans la tech, qui est quand même aussi un milieu de la construction jusqu'à un certain point, mais plus abstrait? Euh, comment je suis arrivé dans la tech? Écoute, ça a commencé, j'étais en 3e année primaire. Puis ma prof à l'époque avait remarqué que j'étais un petit peu à l'avance des autres et un petit peu différent. Là. Tu sais, j'étais le genre d'élève que les profs et les directeurs essayaient de faire passer, skipper des années. Là. Mm-hmm. Euh, c'est ça. Mes parents n'ont jamais vraiment voulu pour diverses raisons, puis c'est bien correct. Là. Mais il y a une prof à dire OK, toi, tu vas rester après l'école. Là. J'ai appelé ta mère. Là. Elle a dit Je vais te montrer comment ça marche sur un ordinateur. Oh! J'avais 8 ans, mais on n'avait pas d'ordi à la maison. Internet, c'était pas encore rendu au Saguenay. On n'était pas là. Puis il y avait un ordi dans la classe. Là, il y avait un ordi jaune dans le coin. Là. Puis Nice. c'était pour jouer à des jeux sur une disquette que la prof startait avant le cours. Mais non, elle a dit non, elle a dit, je vais te montrer comment ça marche, cette bébite-là. Fait que ça a été vraiment ça le départ. Fait que je me suis toujours après ça intéressé à qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces machines-là qu'on avait à la bibliothèque, à l'école et dans la classe. Parce que ça, puis là, Mm-hmm. mon cousin rentrait à l'université à ce moment-là, qui est plus âgé. Et il y avait un Commodore 64, puis il me l'a prêté pour que je m'amuse avec. Puis ça a été là que j'ai appris à coder. Là. Fait que je vais avoir genre Wow! 12 ans. T'as-tu appris de façon plus autodidacte ou quelqu'un t'a comme mentoré là-dedans, à part ta prof qui t'a montré comment utiliser un ordi? Non, pas tant. C'était très, très autodidacte dans le sens que j'ai pris le manuel qui venait avec. Là. Il y avait un manuel qui venait avec le Commodore, puis je recopiais les programmes qu'il y avait dedans, tout simplement. J'ai appris ça après Intéressant. ça. Quand on a eu un ordinateur à la maison, quand je suis rentré au secondaire, en secondaire 1, j'ai appris à coder. Dans Excel, tu pouvais coder des macros, là, Visual Basic, des choses comme ça. Fait que j'ai appris Mm-hmm. ça. C'est là-dessus que j'ai appris à programmer. Ça a été vraiment comme, disons, fin primaire, début secondaire, que je me suis plus intéressé à ça. Puis, c'était pas dans l'ambition d'en faire un métier ou quoi que ce soit. C'était pas. C'était juste un intérêt personnel, puis c'était une façon de m'occuper aussi. Intéressant. Puis ça c'est revenu, dans le fond, tu as étudié en actuariat, si je me trompe pas. Ça a été tes études Ouais, plus traditionnelles. ouais, mes études, j'ai étudié, j'ai un bac puis une maîtrise en actuariat. Mhm. Puis après ça, 3 ans après, quand j'étais dans mon emploi à temps plein, j'ai étudié l'intelligence artificielle. J'ai fait un certificat en intelligence artificielle. Fait que ça a été mon premier diplôme de tech, si on veut. Là. Mhm. Ouais, c'est intéressant aussi parce que c'est des domaines qui sont pas nécessairement, ben, ils sont connexes, mais ils overlappent pas nécessairement tout le temps. Mais là, maintenant, dans ton entreprise, tu les as vraiment fait se rencontrer avec tout ce qui est aussi réflexion éthique. Puis ça, est-ce que c'était juste, encore une fois, un intérêt personnel ou comment ça s'est développé tu sais, genre, ton intérêt pour tout ce qui est inclusivité, diversité éthique au niveau de la technologie, puis tout ça? Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais en 5e primaire, donc on a quoi? On a 11 ans en 5e primaire. Moi, j'étais à la balle des maths, là, fait que j'allais au concours de mathématiques, Optimath, ces choses-là. Et au primaire, on est en équipe de 2 à ces concours-là. Et habituellement, c'était genre lui qui a la meilleure note en maths, un gars, une fille. OK. C'était ça. Là, cette année-là, parce que la fille qui était censée venir avec moi, elle avait eu une retenue ou un truc comme ça, fait qu'il l'avait enlevé. Puis il voulait envoyer un autre gars à la place. Puis là, j'ai dit, moi, si c'est pas une autre fille qui vient avec, pour respecter ce qu'on faisait, ben, j'y vais pas. OK, Puis à wow. 11 ans, j'ai dit non, j'ai dit, parce que les gars, on était comme quasiment tous bons en maths, puis les filles c'était plus timide, c'était plus difficile de les avoir pour venir dans le concours. Puis là, Mhm. j'ai dit non, elle va venir. J'ai dit, elle est bonne, puis j'ai dit, on travaille bien ensemble, puis on s'est pratiqué ensemble, puis j'ai dit, je veux qu'elle vienne. Mhm. Puis elle est venue. Nice. Ça a été Ça- ta première lutte, ta première lutte pour
l'égalité au niveau des genres? Ouais, ben je voyais qu'il fallait donner l'opportunité justement à ce niveau-là dès quand même jeune, parce que je voyais justement le bassin de gens qui s'intéressaient au concours, ben tu sais, c'était très masculin, là. Mhm. Et Ouais, puis je trouvais ça. j'imagine en actuariat aussi, est-ce que c'était majoritairement des gars qui étudiaient là-dedans? Non, pas tant, parce qu'il y a quand même un côté très business. Hmm. C'est pas. C'est un métier qui est aussi rattaché au monde de la gestion beaucoup parce que les actuaires sont souvent vus comme des gestionnaires dans le monde des assurances. Hmm. Mhm. Je dirais que c'était peut-être un tiers, deux tiers. Un tiers de femmes, OK. deux tiers. Fait que, tu sais, moi, je considère qu'en science, un tiers, deux tiers, on est plus. Le problème est plus vraiment là, si on veut de Mhm. parité. Par rapport à quand j'ai fait mon certificat en informatique après, donc que j'ai terminé juste avant la COVID. Fait que c'est comme 2016 à 2019 que j'ai fait ça. Quand j'ai commencé, c'était pas encore à la mode. Fait qu'on était dans des Mhm. petites classes, on était 15. Puis sur 15, il devait y avoir 3 femmes sur 15. Hmm. Mhm. L'affaire, c'est que c'est devenu à la mode. Fait qu'en 2019, on était dans une classe de 100 et il y avait toujours 3 femmes. Wow. Ah ouais, OK. C'est ça, c'est comme ça que je le vois. C'est que le nombre de femmes qui euh, étaient là avant que le biais arrive n'a pas changé en absolu. Mhm. Mais la proportion de femmes, quand un domaine devient populaire, la proportion de femmes Mhm. ça, diminue énormément. Ça, c'est Ah mon ouais. observation à moi là, du marché. Mhm. Puis la façon les modes arrivent, l'intelligence artificielle a été on s'entend, il y a un effet de mode énorme là, au Québec. Puis c'est ça que j'ai vu. Quand il y a un effet de mode dans le monde de la techno, c'est pas ça qui va attirer des femmes. Ah ouais? Peux-tu m'en dire un petit peu plus, comme qu'est-ce que tu penses qui se passe au niveau de la répulsivité, peut-être, de ce type de mode-là? Parce que l'autre fois, je parlais, puis je pensais qu'on allait peut-être arriver à cette question un peu à la fin, mais je trouve qu'elle fait du sens ici. Tu sais, je parlais à une rédactrice, puis on disait il y a eu comme ce même type d'effet de mode aussi au niveau des métiers de la rédaction, où il y a, selon mon observation, encore, j'ai pas regardé les chiffres, mais proportionnellement plus de femmes qui sont dans ces métiers de communication, puis de copywriting, puis de tout ça. Puis, tu sais, je me dis, quand est-ce que, selon toi, puis encore, on discute, là, il y a tu sais, ce biais de genre qui s'installe dans des disciplines? Ben, ça, c'est déjà quelque chose que je dirais qui est antérieur à ce que moi j'ai vécu comme l'arrivée de l'effet de mode de l'intelligence artificielle. Parce que les gens qui s'inscrivaient au programme dans lequel j'étais, qui était un certificat, c'est des gens qui étaient déjà sur le marché de l'emploi. Et OK. la plupart des gens qui sont inscrits étaient des gens qui avaient, par exemple, un bac en informatique ou une technique au cégep en informatique qui est très, très, très majoritairement masculin. Donc, ces gens-là qui allaient chercher un perfectionnement, ben, il fallait déjà qu'il y ait la base. Parce qu'il fallait que tu Mhm. aies un préalable équivalent à un bac en informatique pour t'inscrire. Moi, j'ai été reconnu par équivalence. Mhm. Euh, et c'est ça, il fallait que tu aies le préalable déjà. Fait que tu pouvais pas, tu peux pas inventer des femmes avec un diplôme quand ils ne l'ont pas fait. Là. Ça, c'est une chose aussi non plus, que tu peux pas régler le problème par la fin. Mhm. Tu sais, Mhm. quand tu parles d'inégalité de genre dans un programme, une fois que tu es rendu à la maîtrise et au doctorat, tu peux pas inventer des finitions au bac. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, Ouais. je le vois des fois, hey, on va augmenter le nombre d'étudiants au cycle supérieur dans un domaine. Ouais, ben, tu sais, il y a tous les préalables pour te rendre là qu'il faut que tu travailles avant. Là. Fait que Ouais, puis là, on peut avoir c'est une observation que j'ai principalement. Là. des longues conversations sur l'école, puis comment l'éducation nous entraîne à penser qu'on est bonne en français, nous les filles, puis les gars sont bons en maths, puis que cette distinction entre nos deux cerveaux et notre façon genre de comprendre le monde. Euh, en tout cas, mais on va pas s'embarquer là-dedans. On va plus s'embarquer peut-être sur... Je connais pas le domaine tu sais comment dire, j'ai pas ce genre d'informations-là au primaire, au secondaire. J'ai aucune idée, mais à mon avis, c'est faux. Là, parce que Ouais, je mais c'est pense que intéressant. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Master and His Emissary.
Puis c'est sur le cerveau droit puis le cerveau gauche. C'est un psychiatre qui a écrit un livre là-dessus. Puis de comment notre vision du monde a été influencée par ce qu'on considère être une priorité du cerveau droit versus cerveau gauche. Puis que le cerveau gauche, avec la rationalité puis tout ça, qui est comme beaucoup plus lié à ce qu'on considérait être euh, le point de vue occidental, patriarcal, tu sais, a comme été genre prop ou genre, tu sais, comme vraiment plus encouragé, puis que ça a créé différentes façons d'expérimenter le monde, même au niveau philosophique. Anyway, grosse aparté, mais tout ça pour dire que, genre, je trouve que c'est intéressant quand même de réfléchir au moment où, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu sais, on est mis dans des cases intellectuelles, qu'on a certains euh, aptitudes qui sont plus naturelles pour nous, alors que techniquement, il n'y a pas de recherche ou de recherche concluante qui montre que une femme serait fondamentalement moins apte à réussir en sciences ou en mathématiques ou dans ces domaines-là. Puis là, ça nous mène justement à la conversation qu'on voulait avoir aujourd'hui au niveau de quand est-ce que le monde de la tech, puis la Silicon Valley, puis tout ça, genre, est devenu particulièrement masculin, alors que dans l'histoire de la programmation, puis de la tech, il y a quand même eu beaucoup de femmes, puis elles ont été, tu sais, petit à petit effacées jusqu'à ce qu'on les voit plus représentées. Fait est-ce que, premièrement, décrivons ce qu'est un tech bro, puis ce qu'on entend par la bro culture dans la Silicon Valley. Toi, t'as-tu comme une définition que t'aimes, là, à laquelle t'aimes te reposer? Ben, moi, ce que je vois comme le tech bro est quelqu'un qui est dans l'hyperbole, qui est dans l'exagération, des capacités de la technologie pour résoudre des problèmes, si on veut, de la société, mais disons les problèmes qui intéressent principalement l'homme blanc assez fortuné de Californie. Donc, Mhm. il y a, il y a une vision du monde qui s'est installée dans cet écosystème-là qui nage dans l'argent littéralement. Là. Mhm. Et qui, eux, ont décidé c'était quoi les problèmes sur la planète à régler et développent des technologies en se disant ben, cette technologie-là va servir à régler des problèmes. Je ne sais pas encore lesquels ça va régler, mais c'est tellement hot ce que j'ai développé que ça va régler des problèmes sur la planète. Donc, ça s'appelle Mhm. aussi le technosolutionnisme, le terme comme plus scientifique pour décrire ce phénomène-là. Je développe des technologies et après ça, j'essaie de trouver de quoi faire avec. Donc, Hmm. euh, Comme quoi, c'est peux-tu donner un exemple d'une technologie qui a été développée justement dans cette optique-là? que la technologie est née avant de trouver des problèmes à régler avec. Je crois qu'une, c'est la blockchain. Hmm. Mhm. À un moment donné, il y a une entité qui a écrit un article scientifique qui décrit le principe de créer une monnaie avec la blockchain. Je dis entité parce qu'on ne sait pas c'est qui a inventé le Bitcoin. C'est une entité qui s'appelle Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas c'est qui. C'est Mhm. une personne ou un groupe de personnes. On n'a aucune information là-dessus. Qui a publié un article scientifique décrivant ce qui est devenu le Bitcoin ou la Mhm. crypto-monnaie. Et après ça, ça, c'était juste après la crise financière de 2008. Et après ça, ce qui est arrivé, c'est que le monde de la tech s'est dit, OK, ben, cette technologie-là est révolutionnaire. Quel problème on peut régler? Et là, on réglait le changement climatique, les inégalités sociales, les problèmes d'inflation, le capitalisme. On réglait tout avec Mhm. une blockchain qui est une structure de base de données. C'est une sorte de base de données. Mhm. Il y a différentes technologies pour stocker des données dans les ordinateurs puis se les partager entre nous. C'en est une. C'est une nouvelle, elle a des propriétés intéressantes. Mais là, il y avait l'aura de magie autour de cette technologie-là qui, moi, quand je vois quelqu'un qui a cette aura magique autour d'une technologie, d'un bout de code, c'est ça pour moi un tech bro.
OK, fait que dans le fond, même si cette entité, elle n'est pas nécessairement genrée parce qu'on n'a aucune idée qui est à la source de ça, tu la rentrerais dans Tech Bro euh, parce que c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, tu sais, à quelque part, Pas les la personne, pas problèmes, l'entité, pas l'entité qui a écrit l'article scientifique en question. Les gens la qui vont sur le technologie stage, elle-même. OK. les gens qui vont sur le stage pour vanter cet article-là, c'est eux les OK, puis technologues. après ça, ils l'utilisent pour solutionner des problèmes que eux ils perçoivent, par exemple, dans leur start-up californienne qui cherche à augmenter la croissance, tu sais, puis obtenir, mettons, du venture capital. Exemple. Exactement, exactement. Ça devient un argument. Quand la blockchain est arrivée, ben là, le nombre d'entreprises qui ont mis blockchain sur leur site web Mhm. a explosé. Il y a même des entreprises qui se sont enregistrées à la bourse avec le nom blockchain pour Mhm. avoir du capital. Donc, la mode est devenue Mhm. ça. Après ça, euh, les nouvelles entreprises, les nouvelles startups, à un moment donné est arrivé le metaverse, le Web 3. Mhm. Tu as eu cette vague-là. C'est pas que la technologie en soi en arrière est inutile ou est mauvaise. La technologie en soi, on fait ce qu'on veut avec. Mhm. Mais c'est l'idée de l'hyperbole, de construire quelque chose de gigantesque autour d'une technologie alors qu'on ne sait pas encore vraiment à quoi ça va servir. Ouais, puis je pense que tu sais, dans cette bro culture, puis tu me diras si c'est le cas ou non, il y a le fait qu'il y a comme justement un écosystème qui se crée, qui est particulièrement blanc, riche, occidental et tu sais, dans une certaine strate sociale de la population. Puis ensuite, ils s'encouragent tous ensemble faire, à valuer ou à augmenter la valuation de certaines technologies sans nécessairement, tu sais, juste sur la base que cette technologie est, entre guillemets, révolutionnaire. Puis là, ça crée cette espèce de bulle d'intérêt, puis après ça, de capital qui est échangé entre eux, puis là, ils s'enrichissent entre eux, puis là, genre, ils créent d'autres affaires qui sont... Fait que dans le fond, quand on parle de bro culture dans la Silicon Valley, est-ce que tu la décrirais un peu comme ça? Oui, c'est un écosystème qui s'est construit depuis les années 70 environ, très, très majoritairement masculin. Au départ, c'est commencé avec les puces informatiques. La première entreprise de Silicon Valley, ben, ça s'appelle comme ça, c'est les processeurs Intel dans les ordinateurs. Mhm. Ça a été la première compagnie qui a été financée avec ce qu'on appelle aujourd'hui du venture capital. Mhm. C'était nouveau à l'époque, ce modèle-là, de dire on va financer une entreprise pour qu'elle développe des puces informatiques à ce moment-là. Donc, on n'était pas encore dans le logiciel, on était dans le matériel. Mais Mhm. c'est ça, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent entre les mains, qui avaient réussi à New York, à Wall Street, et qui se sont dit ben, je vais encourager les petits gars avec leur projet. Ça a commencé comme ça. Mais l'affaire, c'est que ces gens-là se sont mis à. Dès qu'ils n'étaient plus d'accord avec le boss, et ils partaient leur propre compagnie concurrente. Fait que là, c'est Mhm. comme ça que l'écosystème de Silicon Valley s'est bâti à partir de tous les mêmes fondateurs qui se concurrençaient quelque part l'un l'autre, mais l'argent venait tout de la même place. Mhm. Mhm. Les mêmes venture capital, puis encore une fois, les bros de Wall Street. Ouais, à l'époque, c'est ça, qui ont pris le train pour aller dans l'Ouest, puis dire, OK, on va commencer à neuf, loin du corporatisme new-yorkais, de Mhm. East Coast, là, où on connaît les entreprises plus traditionnelles comme IBM, il y a les centres de recherche de AT&T, qui Mhm. étaient les places où ils ont été inventés à quelque part, les composants électroniques, tout ça, ça part de la côte Est. Mais là, ils se sont dit, on va se séparer du monde corporatiste des cravates de New York et on va Mhm. s'en aller dans le désert essentiellement. Là. Dans la Silicon Valley Mhm. n'était pas un endroit super habité. Il y avait des vignobles, des choses comme ça. Puis il y avait Stanford, une université qui était rurale à l'époque. Mhm. C'était un milieu rural essentiellement. Puis là, ils sont allés s'installer là parce que ben, il fait beau tout le temps, il y a des hippies, c'est le party, c'est le fun, on va aller là. Mhm. C'est Ben oui. c'est dérivé de la culture hippie au départ, ce- cet écosystème-là qui s'est bâti justement parce qu'il y avait l'aspect de liberté. C'est ça aussi, là, quelque part, la start-up, il y a un aspect très libertarien aussi en arrière de ça. On n'aime pas le gouvernement, la centralisation et autres, qui est quelque chose Ouais. d'intéressant.
là. C'est un phénomène intéressant, mais ce phénomène-là a créé un univers très, très masculinisé. Ouais, puis c'est ça. Puis pourquoi, dans le fond, tu sais, comme qu'est-ce qui est arrivé pour que les femmes soient pas. Parce que je veux dire, à quelque part, le milieu hippie, les révolutions, tu sais, les modes de vie alternatifs, ça a pas nécessairement attiré juste des hommes. Fait que qu'est-ce qui a fait pour que les femmes soient vraiment exclues de de cette avancée, de cet Eldorado de l'Ouest? Le fait que ça commence avec le matériel informatique, ça, c'est important parce que dès le départ, la part des femmes dans le domaine de l'informatique était le code. Donc, les premiers programmes informatiques ont été écrits dans les années 1800 par Ada Lovelace, qui était la femme ou l'amoureuse ou peu importe de Charles Babbage. Puis elle était la fille de Lord Byron, qui est un poète. Ouais, c'est très cool comme histoire. Un marginal, puis ils se sont jamais vraiment connus, mais elle savait que mon père, c'est un poète rebelle et tout ça. Et elle a grandi en se disant l'informatique, c'est la jonction entre les mathématiques et l'art. Fait que Intéressant. l'idée d'écrire des programmes informatiques à l'époque, c'était juste la machine avec des engrenages que son conjoint Charles Babbage rêvait de créer et qui en a créé des versions plus petites, si on veut. Là. Ça n'a jamais été terminé de son vivant. Elle écrivait des programmes qui pourraient rouler sur cette machine-là. Donc, elle annotait des textes essentiellement qui étaient écrits par lui, mais ces notes de bas de page sont devenues tellement grosses que c'est devenu les fondements de l'informatique. Oh wow! OK, je connaissais pas genre tous ces détails. C'est vraiment intéressant. Bon, donc oui, tu sais, comme Ça, tu c'est la dis, base. c'était. Ouais, vas-y, continue. Parce que je pense, je me rappelle pas le film que j'ai vu là. Ceux qui ont envoyé, non, c'était. Ah, je vais même pas le dire parce que genre je suis trop. Mais je sais qu'il y a des femmes programmatrices qui travaillaient pour la NASA, puis qui ont fait vraiment Ouais, comme une grosse job de bras. Margaret Hamilton qui a écrit tous les programmes pour Apollo. Oui, c'est ça, exactement, C'est des cartes exactement. perforées. Elle était dans une pièce avec des boîtes et des boîtes jusqu'au plafond de cartes perforées. Puis ça, c'est le programme qui est allé sur la Lune. Là. Ouais, puis ça implique quand même un gros niveau de risque. Fait que, tu sais, je veux dire, il fallait qu'elle soit. fallait lui faire confiance. Fait que c'est ça, genre, qu'est-ce qui est arrivé avec toute cette lignée, genre, de femmes qui étaient quand même assez présentes dans le milieu de. Tu sais, dans les balbutiements de l'informatique, puis ensuite dans des grands projets, là. Tu sais, c'est quand qu'il y a eu comme le shift. OK. Juste avant d'arriver au shift, le shift est Oui. un petit peu après la Lune. Mm-hmm. Mais là, il y a un chemin entre Ada Lovelace et aller sur la Lune. Puis c'est là que le Je veux morceau est l'entendre. Ouais. le twist se passe. Le twist se passe tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ordinateur tel qu'on le connaît, plus ou moins aujourd'hui, a été créé pour calculer les trajectoires de missiles. Donc, de la balistique. Faire des calculs balistiques, qui est des calculs mathématiques complexes, qui étaient faits auparavant par ce qui s'appelle des calculatrices, donc qui étaient des femmes qui avaient des tables de calcul puis des genres de gros livres, puis qui allaient chercher des calculs préfaits, puis qui essentiellement calculaient pour chaque missile les trajectoires à la main. Donc, c'était vraiment ces femmes-là s'appelaient des calculatrices. Et certaines de ces femmes-là qui se démarquaient parmi le groupe par leur vitesse ou leur performance et autres ont été invitées à implémenter leur méthode qu'elles ont développée comme calculatrice dans les premiers ordinateurs, dont un qui s'appelle l'ENIAC, qui a été développé en Pennsylvanie, à l'Université de Pennsylvanie. Et les femmes ont programmé l'ordinateur. Dans le fond, les hommes construisaient le matériel, donc les pièces physiques, faisaient la soudure, toutes ces choses-là. Puis les femmes rentraient les programmes dessus qui étaient sur des rubans magnétiques ou les technologies de l'époque qui étaient des tubes en verre, des choses comme ça. Et ce qui est arrivé, c'est que lorsque l'ENIAC a été présenté au public, les femmes qui ont programmé l'ordinateur n'ont pas été invitées à l'événement officiel parce que les gens qui organisaient l'événement croyaient qu'elles avaient été ajoutées sur les photos comme mannequins pour faire de la vente. Wow! C'est fucked up. Cet événement-là qui,
où ce que l'ordinateur, le premier ordinateur a été présenté à l'armée, aux grands scientifiques, aux financiers, ben c'était un gros meeting de gars, il n'y avait pas de femmes. Parce que les femmes qui ont programmé l'ordinateur n'ont pas été invitées. Wow, ça c'est tellement un exemple d'effacement historique, genre littéral, genre de comme remettre dans l'inconscient tout le C'est ça, travail que les femmes ont amené. Ouais, exact. La croyance était carrément que les femmes qui étaient sur les photos avaient été invitées comme mannequins c'est fou. pour la vente. Ce qui fait que là, les femmes ont continué à faire un travail vraiment de programmation d'ordinateur parce que c'est elles qui avaient l'expertise. Jusqu'aux Mhm. années 60, les gens qui savaient programmer des ordinateurs, c'était majoritairement des femmes. Fait que Hmm. ça, c'est elles qui ont inventé les premiers compilateurs pour compiler des programmes écrits en anglais vers du langage informatique. Donc, les premiers Mhm. compilateurs, des langages de programmation qu'on connaît encore aujourd'hui, qui roulent dans les banques, comme le COBOL, ça a été Mhm. principalement développé par des femmes. Et est arrivé l'événement qui a fait que les femmes ont essentiellement disparu du domaine de l'informatique. C'est quand le code, le système d'exploitation qu'on met sur un ordinateur pour le faire fonctionner, c'est devenu cool, essentiellement. Hmm. Et ça, c'est OK. arrivé avec Bill Gates et Steve Jobs, donc Microsoft et Apple. Lorsque eux sont arrivés en disant ben, ce qui est important pour l'ordinateur, c'est plus le matériel. On sait comment la fabriquer parce que nos amis chez Intel, ils ont développé le microprocesseur, puis ils en font des caisses. Là. Fait que c'est facile à Mhm. avoir. C'est plus un problème. On sait comment faire des Mhm. microprocesseurs, ce problème-là est réglé. Et on sait que ça va toujours s'améliorer parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est Moore, c'est un des développeurs qui a inventé un chercheur qui a inventé le microprocesseur qui a dit la puissance va doubler à tous les 2 ans. Va croître exponentiellement, fait que c'est réglé. Puis ça, c'est prouvé être vrai jusqu'en 2010, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Wow. OK. Mais là, le problème de créer et faire des ordinateurs, c'était industrialisé, c'était réglé. Donc maintenant, on Mhm. voulait avoir des logiciels sur les ordinateurs. Puis c'est là que Bill Gates est arrivé en créant Microsoft Mhm. et le langage BASIC en se disant ben, moi, je vais créer un logiciel qu'on peut installer sur tous les modèles d'ordinateurs. Parce qu'avant, chaque ordinateur avait son propre logiciel. Il dit moi, je vais faire Mhm. un logiciel qui marche partout. Puis Steve Jobs, de son côté, avec Steve Wozniak, qui était son ami geek développeur, qui est quelqu'un un peu plus dans l'ombre d'Apple, s'est dit moi, je vais vendre un système tout en un. C'est comme tu l'achètes, tu le Mhm. branches en courant, ça marche. Ça, c'est Apple. C'est encore la philosophie aujourd'hui de dire tu achètes un ordinateur, puis tout est installé dessus, il est prêt à utiliser. Microsoft, lui, c'était ben, je vais faire un logiciel qui marche sur tous les ordinateurs. Fait qu'il a essentiellement pris le marché des systèmes d'exploitation en faisant ça. Fait que là, c'est Mhm. là que l'argent s'est dit OK, le monde, on dit l'argent n'est pas dans le matériel. C'est devenu un bien de commodité. Il y a une marge de profit de 10-15 %. Donc, les venture capital, ça ne les intéressait plus. Ils sont mis à Mhm. investir massivement dans les logiciels, l'apparition des tableurs, le traitement de texte, toutes ces choses-là. Et c'est là que les gens qui étaient dans l'industrie du matériel, les créateurs, les inventeurs, se sont dirigés vers le logiciel. Et c'était Mhm. majoritairement des hommes. Puis c'est à ce moment-là que, même dans l'histoire, les noms des femmes qui ont contribué, on les retient moins. C'est pas Mhm. Mhm. c'est pas qu'il y en a plus, c'est juste qu'elles se fondent dans la masse à quelque part où ce que les hommes ont toujours été mis de l'avant dans le marketing de ces produits-là. Ouais, puis ce que j'entends aussi de ce que tu racontes, c'est vraiment une histoire fascinante, c'est que c'est le moment où ça a été vraiment commercialisé pour le public. Et là, genre, le lien avec les venture capital, les bros de Wall Street, qui étaient comme, on préfère donner de l'argent à nos chummies qui nous ressemblent plutôt que à fond, tu sais, comme faire confiance, entre guillemets, à des femmes. Puis ça reste encore un problème vraiment vraiment important que les entreprises dirigées par des femmes, même s'il y a la preuve qu'elles sont plus rentables plus rapidement et plus et de façon plus durable au niveau de leur start-up et tout ça, sont comme
représente comme genre moins de 10% de tout l'argent qui est comme investi par les venture capitals. Fait que, tu sais, je pense que le lien, ben, selon ce que je comprends, là, encore une fois, tu sais, j'ai pas lu extensivement là-dessus, mais il y a un lien direct entre le moment où ça a été commercialisé, puis le sérieux qu'on doit leur donner pour avoir de l'argent, puis vraiment être développé, tu sais, comme développer le tout. Aujourd'hui, sur un board, c'est pour une femme si c'est un board avec une femme qui est founder et qu'il n'y a pas d'autres hommes autour, c'est 1% du venture capital. Mhm. Mhm. Si la femme est accompagnée d'un homme lorsqu'elle va présenter au venture capital, le montant d'argent qui est alloué à ces entreprises-là, je pense que c'est 10 ou 15 fois plus élevé. Juste parce Ouais, qu'elle a amené un homme avec elle. son Donc, cousin. elle a amené un employé ou un Ouais. autre fondateur, mais c'est ça, on le voit, puis c'est énorme. Puis ce biais-là arrive du fait souvent qu'il n'y a pas d'historique. Fait que ça, c'est la justification rationnelle. La justification sociale est tout autre chose. Là. Fait qu'il y a tout l'aspect de justement que c'est créer une culture autour des hommes. Puis les hommes sont les innovateurs, puis les femmes font plus le travail clérical en arrière de la business. Parce que le travail de programmation, au départ, on s'entend, c'est un travail très clérical. Là. C'est que tu avais du code, puis il fallait que tu tapes sur des cartes perforées avec des genres de dactylos qui font des trous. Fait que c'était très, très clérical. C'était très. Ça ressemblait à un travail justement de secrétariat plus qu'un travail de innovation d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui arrive dans la salle où tu as un paquet de femmes qui sont en train de taper sur des dactylos. Tu dis, OK, c'est du clérical, mais non, c'est comme ils sont en train de créer des programmes. Mais la vision a été les femmes font le travail clérical dans le monde de la tech et c'est les hommes qui sont les inventeurs. Donc, les innovateurs, les inventeurs, c'est les hommes. C'était la vision, puis c'est resté parce que la finance investit avec, si on veut, puis ça, c'est mon côté actuariat, justement, que je comprends comment ça marche, c'est se bâtir sur un historique de qu'est-ce qui a marché, puis quand tu ne connais pas ça, ben, soit que tu oses, ou tu te dis, OK, ben, je vais rester dans ma zone de confort avec mes investissements parce que je sais que c'est déjà risqué, parce que c'est du venture. Qu'est-ce que je veux faire? Du venture encore plus risqué en allant vers une population que je ne connais pas, qui peut être les femmes, qui peut être les populations racisées et autres marginalités. Est-ce que j'ose aller là-dedans encore plus? Ou je sais que j'ai déjà, disons, 3 ou 4% de chances de succès en investissant dans une entreprise avec des hommes blancs, à quelque part. Ouais, puis aussi qui ont des intérêts semblables. Tu sais, à quelque part, c'est ça, c'est de la sécurité pour eux, comme tu dis, de gérer leurs risques de cette façon, peu importe quand on commence à chercher dans l'histoire, qu'est-ce qui va ressortir ou non, il y a quand même quelque chose d'extrêmement viscéral de dire, je vais investir dans quelqu'un que je sais va avoir à cœur mes intérêts, entre guillemets. Oui, puis là, il y a toute une philosophie qui s'est bâtie au fil des années, qui est une idéologie qui, je crois, on pourrait dire prophétisée, puis je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a été prophétisée par Elon Musk aujourd'hui, qui est la personne qui va dans l'espace, puis qui crée des voitures électriques qui ont l'air high-tech, qui ont l'air science-fiction, qui va régler le problème de la circulation en creusant des tunnels sous les villes pour faire des autoroutes. Puis qui a acheté Twitter aussi. Puis je me lancerai pas là-dedans, mais tu sais. C'est vraiment intéressant parce que je pense que si on bizarre, faisait un autre épisode sur la science-fiction écrite par des femmes versus la science-fiction écrite par des hommes, il y aurait genre vraiment des différences intéressantes à mettre en parallèle avec comment la tech et les investissements en tech sont en train de se développer. Mais bon, idée de sujet. Parfois, tu me passes des suggestions de lecture, là, parce que ben honnêtement, je ne connais pas beaucoup la science-fiction écrite par les femmes. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un milieu fascinant. Mais ça mène justement à ma prochaine question qui est comme, c'est quoi, tu sais,
c'est quoi le danger, justement, d'avoir effacé les femmes, ou du moins les effets, je vais pas dire les dangers, mais les effets que ça a eu sur les avancements, prenons genre en intelligence artificielle, tu sais, ou certains autres développements technologiques, puis pourquoi, dans ta vision, c'est important de rebalancer un peu ce milieu-là, parce que il y a quand même des idéologies puis des visions du monde qui sont différentes puis qui doivent se manifester aussi dans la façon dont c'est développé. Oui, puis je dirais l'élément qui symbolise le plus ce qui, euh, ce qui dérange à quelque part et ce qui a dérivé, c'est le premier slogan de Facebook qui était Move fast and break things. À quelque part, oui, il y a quelque chose de très proche de l'entrepreneuriat où on se dit, OK, il faut essayer des choses, puis on a le droit à l'erreur et tout ça. Mais eux ont tellement été loin dans le droit à l'erreur qu'ils se sont dit, ben, même les droits humains, c'est pas important. La technologie qu'on développe va tellement changer le monde d'une façon importante que c'est pas grave si on passe par-dessus les droits humains pour la créer. Ça a été. Puis ça, c'est le problème qui a ramené, je dirais, des femmes proches de la technologie qui sont venues du droit. Il y a beaucoup de femmes en technologie maintenant qui sont venues du droit en se disant oui, mais on a des droits humains, on a les causes justement de non-discrimination. Il y a le mouvement aux États-Unis qui est depuis le Black Lives Matter. Aujourd'hui, on a tout ce qui se passe en Israël avec la Palestine, le conflit armé. C'est toutes ces choses-là qui se sont dit, OK, en arrière de tous les conflits qu'on a aujourd'hui, la destruction de la planète par l'extraction massive de ressources premières, c'est drivé par la technologie. Le besoin de croissance qui existait dans les entreprises qui vient du capitalisme n'a jamais été aussi rapide qu'avec la technologie, qui aujourd'hui, si tu regardes c'est quoi les entreprises qui valent le plus cher sur le marché à la bourse, c'est toutes des entreprises techno maintenant. C'est plus le pétrole, c'est plus les voitures. Je pense juste Tesla qui dit qu'ils vendent des ordinateurs avec des roues vaut plus que GM, Ford et toutes les autres ensemble. Fait qu'il y a tout cet univers-là qui a ramené les femmes en se disant faut comment dire, bien utiliser cette technologie-là pour éviter que ça fasse comme à quelque part la bombe nucléaire qui vient des théories d'Einstein ou la dynamite qui est venue d'Alfred Nobel. Puis Alfred Nobel a justement créé le prix Nobel de la paix en se disant j'ai inventé un truc qui peut détruire la planète qui est la dynamite. Mais moi, je veux que ça serve pour faire des mines puis péter des embarques au printemps. Là. Je veux pas que ça serve à créer des armes. Fait qu'il a créé des prix de la paix. Puis je pense que c'est ce mouvement-là de dire la technologie qu'on crée est duale. Donc, elle peut servir à faire le bien, elle peut servir à faire le mal. Amener tous les gens de l'éthique et du droit à s'intéresser à la technologie et éventuellement à imprégner le domaine de la technologie. Puis ça crée un nouveau mouvement qu'on appelle le AI Ethics. Donc, l'éthique dans la technologie, l'éthique dans l'intelligence artificielle, qui est principalement l'idée par des femmes aujourd'hui. Ah ouais, je savais pas que c'était dirigé en majorité par des femmes. C'est quand même majoritairement féminin. Et les entreprises, pendant les dernières années, se sont mis à créer des départements d'éthique à l'interne justement pour bien paraître. Ça parce que les entreprises sont conscientes de ce problème-là, puis c'est un enjeu de relations publiques, puis d'image, à quelque part. Là, leur marque, puis tu sais, toi, c'est ta vie, les marques, là, créer une marque qui est durable et tout ça, c'est ce qui t'anime. Leur marque est entachée par des scandales de nature sexuelle, des scandales au niveau de la guerre, au niveau de la création d'inégalités sociales, tout ça. Puis là, ils se sont dit, on va se créer des équipes à l'interne de diversité et inclusion, puis d'éthique en intelligence et tout ça. Et lorsqu'arrive le moment de faire des mises à pied massives, comme il y a eu dans les 2 dernières années, c'est ces équipes-là qui prennent le bord en premier. C'est clair.
Parce qu'ils Ce n'ont qui pas de fait retour sur investissement. Ils sont un trou sur le bilan de fin d'année, dans le fond. Ils c'est une ramènent, autre que la dépense. réputation qui est abstraite, ils amènent rien d'autre qu'être une dépense, c'est ça exactement. Ouais, c'est un peu ce qui est arrivé. Puis c'est ce qui a créé tout ce mouvement-là autour de se dire, ben, on n'est plus dans les entreprises pour le faire. Maintenant, on va y aller du côté législatif. Donc, on va essayer d'avoir des lois pour encadrer ça. C'est ce qui a mené au RGPD en Europe, c'est ce qui a mené à notre loi 25 au Québec. En Californie, il y a la loi CCPA aussi, qui est une loi quand même assez stricte sur la donnée. Fait que ça, c'est des lois qui sont apparues justement avec ce mouvement-là qu'il y a beaucoup de femmes, que c'est pas juste un mouvement féminin, ben parce qu'il y a aussi des gars qui ont réalisé hey, ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de faire, de juste créer de la technologie sans se soucier de l'humain qu'il y a derrière, qui a justement amené ce qu'on voit aujourd'hui, qui est des débats où tu as un Wall Street, pas le Wall Street Journal, le New York Times. New York Times qui poursuit un OpenAI en disant hey, vous avez pris tout notre contenu, vous n'avez pas demandé notre avis. Puis là, il va se créer de la jurisprudence, tout ça autour. Et ce mouvement-là de dire OK, il faut respecter l'humain qui a servi à créer toute cette donnée-là aujourd'hui, toute la donnée qui est utilisée pour créer les produits. Et les humains derrière ça, il faut s'en occuper parce que c'est pas, ça n'a pas à être un Far West, la technologie. Ouais, puis je pense que jusqu'à un certain point, tu sais, cette abstraction que la technologie nous permet d'avoir, puis tu sais, même au niveau des venture capital, puis au niveau de la bourse, tu sais, comme quand on réfléchit à c'est quoi le fondement de ces innovations ou de ces avancements, c'est qu'ils sont de plus en plus loin de là où ils viennent, tu sais, de la planète, des ressources, des humains qui les ont créés, genre, puis de tout ça, puis plus ça devient une abstraction, tu sais, de jouer dans le metaverse, puis de savoir combien, genre, un lot d'immobilier va valoir sur le metaverse, tu sais, qui est comme probablement l'abstraction, genre, ultime. Ben là, on se déconnecte de c'est quoi être, justement, tu sais, comme d'exister sur la planète, comme dans un corps humain, etc., etc. Puis j'ai l'impression que c'est ça, il y a comme cette espèce d'essayer de revenir vers la préservation des ressources puis de la réalité versus cette espèce de push vers une abstraction encore plus grande qui va juste se matérialiser comme plus d'argent. Ouais, mais moi, je le plus vois de un peu comme. croissance. Quand j'étais aux études, est arrivée la crise de 2008, Mhm, la crise financière sur ce qui s'appelle les subprimes. Les mhm, subprimes, c'était justement, on prend des hypothèques de des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui ont acheté des maisons, qui ont des hypothèques. Puis là, on va créer des produits où ce qu'on va prendre mettons, un 100 millième de 100 000 hypothèques, puis on va créer des nouveaux produits financiers avec ça, puis on va vendre ça en disant on a réduit énormément le risque parce que, ben, au lieu d'avoir une hypothèque qui peut faire faillite, ben, on a, comment dire, pas mis toutes les œufs dans le même panier, on a créé des nouveaux produits. En mhm. oubliant que lorsque l'économie tombe en récession, la première affaire que les gens sont plus capables de payer, c'est leur maison. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement corrélé. Les risques, quelque part, sont tous corrélés ensemble. Et Mhm, quand tu crées des abstractions comme ça en finance, là, à partir de ces produits-là, c'est créer ce qu'on appelle des produits dérivés, des options, puis il y a tout un écosystème de finance qui, essentiellement, c'est des gens qui se partagent du risque sur des choses qui pourraient arriver avec leur placement. mhm. Mais là, tu es loin de. Un placement, c'est quoi? C'est une action. Une action, c'est quoi? C'est de l'argent que tu as envoyé à une entreprise qui est un bunch d'humains qui se sont dit on va vendre de quoi ensemble. Mhm. Oh, Ouais, c'est ouais, ça. exact. Tu oublies que tu as des humains, des employés, des patrons qui créent une structure qui est une entreprise. Et après ça, eux demandent à la population de dire hey, on a une entreprise, on aimerait ça vendre, mais on veut construire une nouvelle usine, on a besoin d'argent. Fait qu'on s'en va à une place qui s'appelle la bourse. Puis là, ben, on dit au monde hey, on veut faire notre usine, y a-tu du monde qui va nous passer de l'argent? Fait que là, hey, moi, je vais vous prendre 10 000. Fait que là, OK, ben regarde, voici 10 000, mais en échange, je te donne une action. Puis, ben, mec, qu'on fasse de l'argent avec l'usine, ben, on va te retourner un peu d'argent.
C'était ça au départ. Mais là, on a Ouais. oublié ça en se disant une entreprise, maintenant, c'est un truc à 3 lettres. Puis là, les gens, ils traitent ça avec des ordinateurs puis de l'intelligence artificielle à une vitesse de Mhm. Puis centième ça de finit seconde. comme de l'argent dans ton compte en banque, puis voilà, genre, l'objectif de jouer, entre guillemets, à la bourse, tu sais. Mais je trouve que, justement, tu sais, ton entreprise à toi, C'est ce une que tu fais... abstraction. C'est une abstraction, c'est ça. Puis c'est la même chose un peu que ce que tu disais avec le metaverse, où ce que tu oublies qu'en arrière, c'est des ordinateurs. Puis ultimement, un ordinateur, c'est une boîte de métal qui est branchée dans la prise de courant. Là. Ben oui, avec tes processeurs puis tout qu'on a payé, tu sais, qu'on a investi notre... bref. Extrait. Et... Qu'on a extrait dans des mines au Congo, tu sais, bref. Exactement. Fait que puis c'est ça que je trouve intéressant dans ta mission, dans le fond, avec ton entreprise. J'ai l'impression aussi que ça fait partie de ton rôle de, de rendre ces abstractions-là concrètes pour n'importe, tu sais, comme pour des entrepreneurs, mais aussi pour comme des personnes qui veulent s'intéresser à ces choses-là. Est-ce que tu vois ton travail un peu comme ça aussi? Oui, mon travail, je le vois beaucoup en disant tu es capable de t'approprier cette technologie-là. Ça ne va pas être quelque chose de distant. Mhm, Puis on n'a pas abordé le sujet du cloud, mais le cloud, c'est juste le langage qui est utilisé en disant mhm, que c'est quelque chose, c'est distant, c'est dans le ciel, puis c'est opaque. mhm, C'est ça, quelque part, un nuage. C'est tu branches ton ordinateur à cette entité externe-là mhm, et ça règle tous tes soucis d'informatique. À quelque part, mhm, parce que quelqu'un d'autre s'en occupe. Mais à quelque part, mhm, tu perds l'agentivité de contrôler qu'est-ce que tu fais avec la machine que tu as entre les mains. Et tu mhm, perds aussi le fait que tu as acheté une machine à 3000$ juste pour te brancher à une autre machine à quelqu'un d'autre. mhm, Tu n'utilises plus, mhm, à quelque part, le potentiel de ce que tu as entre les mains. On a des machines extrêmement puissantes. Là. C'est des millions de fois plus puissant qu'elle qui est allée sur la Lune, qu'on a parlé tantôt. mhm. Mais on est en train de se désapproprier tout le potentiel de l'informatique qu'on a entre nos mains en la déléguant entièrement à des entreprises qui s'installent dans le cloud et qui viennent essentiellement de la culture qu'on a parlé tantôt de Silicon Valley, des startups, ce qui s'appelle le software as a service, où ce que tu payes Mhm. tant par mois pour accéder au logiciel de quelqu'un d'autre sur son ordinateur. Et moi, je veux Intéressant. amener les gens à se dire, tu es capable de le faire, puis tu n'as pas nécessairement besoin de tout déléguer ça. Tu as déjà une machine extrêmement puissante entre les mains à laquelle tu peux déléguer un paquet de trucs. Mais il faut que tu apprennes à le Mhm. faire, c'est de se réapproprier comment qu'on peut faire de l'informatique de proximité à quelque part, que j'appellerais. Là. Ah, j'aime ça. Et en le Informatique de faisant, proximité. comme ça, tu es conscient des efforts que ça prend pour le faire. Tu contrôles tes données, ce qui est super important aujourd'hui. On a des lois maintenant qui nous demandent de protéger les données de nos clients, par exemple. Donc, Mhm. tu les gardes plus proches de toi, tu gardes ce contrôle-là, tu comprends comment ça fonctionne. Tu crées aussi un esprit de communauté où ce que tu peux t'entraider localement. Puis moi, c'est beaucoup ma vision avec ce que je suis en train de développer dans mon entreprise, de dire on apporte des gens qui ont des problèmes différents, mais qui vont utiliser un coffre à outils commun et qui vont apprendre à aussi s'entraider et à se partager les morceaux, qui est Mhm. fondamentalement la même chose que l'open source ou le Mhm. logiciel libre, qui est quelque chose que je milite énormément, que je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je milite depuis des années, de dire euh, arrêtons de faire le travail en double au niveau du code. Parce que, Ouais. justement, comme on a dit, le code, c'est devenu cool, le matériel, on l'a pris comme acquis. Mais peut-être que le code, à quelque part, on pourrait peut-être, lui, le prendre comme acquis et revenir à Hmm. c'est quoi les problèmes qu'on a comme société à régler, puis euh, essayer de régler ces problèmes-là, puis après ça, aller piger dans le coffre à outils qu'on s'est bâti au fil des années pour aller chercher les morceaux qu'on a besoin dedans lorsqu'on en a besoin. Et non pas essayer de prendre notre bout de code qu'on a créé, qui est la perspective startup. Hey, j'ai un bout de code, je vais essayer de trouver des problèmes à régler avec. Hmm. On Moi, en revient à ce que tu disais au début, ouais. je renverse la chose en se disant peut-être que ton problème que tu as n'a pas besoin de des technologies avancées pour le régler. Peut-être que le problème n'est pas technologique tout court. Et Ah peut-être ouais. que la technologie peut juste aider à trouver
peut-être les bonnes personnes ou la bonne façon de régler le problème. C'est là que je trouve intéressant ce qui est à la mode, le génératif. Les gens l'utilisent pour croire que ça peut remplacer quelqu'un, mais non, ça fait juste brasser la soupe à idées. Créer du chaos duquel tu peux trouver quelque chose Exact, avec c'est quoi ça. construire. Les gens qui utilisent la meilleure façon ces technologies-là, c'est des gens qui l'utilisent juste pour y envoyer un paquet d'idées puis dire hey, t'as-tu d'autres idées dans ton cerveau électronique qui relient ces mots-là ensemble, par exemple? Ou qu'il y a des synonymes, trouver d'autres façons d'exprimer une idée. Ça, je trouve ça intéressant de remplacer. Ben là, quand tu remplaces et que tu donnes une confiance absolue à quelque part à la technologie, ben, tu oublies que la technologie a été bâtie avec tous les biais qu'on a parlé depuis tantôt. Ouais. Les Tout gens ça, qui ont c'est été vraiment, vraiment, vraiment fascinant, François. Et j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures parce que c'est vraiment, là, on rentre vraiment dans comme ce qui t'intéresse comme, au Ouais, au on point. s'approche beaucoup on Puis, converge beaucoup vers ce qui me fait triper en ce moment. Là. ben oui, exactement. Puis justement, genre, où est-ce qu'on peut suivre toutes ces réflexions, puis où est-ce que tu amènerais les gens pour découvrir un peu plus ton travail, puis comment ils peuvent... Parce qu'encore une fois, hein, c'est toujours le but de dire comme non, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Moi, je peux aussi comme comprendre, je peux aussi l'appliquer, puis ça peut m'ouvrir des portes que j'imaginais pas. Fait que c'est quoi tes meilleures façons de te suivre puis communiquer avec toi? Mon principal média que j'utilise en ce moment, c'est LinkedIn. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise LinkedIn de façon traditionnelle pour publier et me sauver après, quelque part. Je débat beaucoup sur LinkedIn. Donc, c'est une place pour embarquer dans des conversations avec moi, c'est LinkedIn. Sinon, j'ai aussi une petite présence sur Instagram qui est plus pour le fun, je dirais. Mais je suis là aussi, puis je sais qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens qui écoutent le podcast vont peut-être être plus présents sur Instagram. Puis je sais que tu as quand même une bonne présence aussi sur ce réseau-là. Sinon, j'ai mon site web, jevalide.ca. Donc, Ouais. jevalide.ca, c'est mon site web. J'ai un blog. C'est là que j'ai mes formations, mes offres de consultation aussi. Tout est à cet endroit-là. Et je suis en train de développer aussi quelque chose de nouveau que je souhaite apparaître bientôt et qui va peut-être être apparu quand cet épisode-là va être publié, qui est du streaming. Je veux montrer aux gens comment je travaille. Donc, Oui. quand je suis dans mon code, quand je suis dans mes choses, comment je développe des produits, des logiciels, comment je configure mes serveurs, parce que mon entreprise est presque entièrement auto-hébergée. Donc, j'ai mes serveurs, j'ai mes propres logiciels, je fais mes mises à jour, je m'occupe de presque tout moi-même. Puis je veux montrer aux gens que c'est possible de le faire. Fait que cette vitrine-là sur le streaming va apparaître bientôt. C'est pas encore public au moment où on enregistre. Fait que ça va être sur mon site web, sur mes réseaux, ça va apparaître à ces Puis endroits-là. mon endroit où je préfère te suivre reste l'infolettre. Parce que j'aime lire tes Ah oui, mon infolettes. infolette. Puis Mon tu l'as infolette. pas nommé, j'étais comme, vas-tu la nommer? Je l'ai même pas nommé, mais oui, mon infolette qui je publie à. Là, j'ai pris une petite pause dernièrement pour le temps des fêtes, début de l'année, mais je publie habituellement chaque vendredi. Puis ça, je vais quand même assez deep dans mes réflexions sur qu'est-ce qui se passe dans l'univers de la technologie, comment on ramène des valeurs humaines justement dans l'écosystème technologique. Puis là, j'expérimente avec des idées aussi à ce moment-là. Ouais, non, Mon j'adore ton infolette, infolette. Ouais. mon infolette, oui, je sais pas pourquoi j'ai oublié de la mentionner. C'était juste parce que justement, ça fait longtemps que j'en ai pas écrit parce que c'est la période d'année où je suis moins actif là-dessus. Là, mais oui, Ouais. ça va revenir activement. Puis sinon, j'ai aussi mon podcast qui est plus sporadique dans le sens que dès que j'ai des occasions de rencontrer des gens, j'enregistre un épisode et je publie, mais il n'y a pas de régularité Pas de nécessairement rythme. au podcast qui s'appelle Air Commune. Donc, Ouais. Air Commune avec un S, aircommune.ca. Ça, c'est mon Génial. podcast. Fait que Bon, ben, plein de places où une place, approfondir nos différents intérêts pour la tech, mais aussi une tech qui est plus humaine et qui est plus consciente des enjeux
planétaire et pas juste focusé dans l'abstraction des chiffres et des data de croissance, données de croissance. Ouais. Comme je dis, je ramène les nuages sur Terre. Oui, exactement. François, c'était vraiment une conversation passionnante. Et encore une fois, là, je sais que quand on avait déterminé du sujet d'aujourd'hui, il y avait plein d'autres sujets qui étaient super intéressants. Donc, on aura probablement la chance de continuer la conversation sur une autre thématique. Merci encore d'être venu. Puis, on va mettre tous les liens que tu as mentionnés dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent te trouver facilement. Super. Merci. Merci pour l'invitation. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.